Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 Politique, une édition largement consacrée aux élections régionales de décembre prochain. Vous entendrez deux têtes de liste en Ile-de-France aujourd'hui. Pierre Laurent pour le Front de gauche, le leader du Parti communiste était à Saint-Quentin en Yvelines il y a quelques jours pour une conférence avec les étudiants de l'université. Et puis en plateau, François Asselineau, le fondateur de l'UPR, lui aussi est candidat en Ile-de-France. Et puis en fin d'édition, nous reviendrons aussi sur le déplacement de 18 ministres aux Mureaux pour l'annonce de plusieurs mesures en faveur des banlieues. Premier invité du 7-8 Politique aujourd'hui, donc François Asselineau. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Vous êtes le président de l'UPR, l'Union populaire républicaine, tête de liste pour les régionales en Ile-de-France. Avant de se pencher sur vos propositions, quelques éléments de présentation. Vous avez fait HEC, l'ENA, vous avez travaillé dans différents cabinets de ministres dans le gouvernement d'Alain Juppé. Vous avez été aussi directeur chargé des affaires économiques et internationales au Conseil général des Hauts-de-Seine. C'était sous la présidence de Charles Pasqua au début des années 2000. Première adhésion à un parti politique en 99, c'est le RPF, le Rassemblement pour la France de Pasqua, justement. Mais ces idées ne vont pas assez loin pour vous, vous qui souhaitez sortir de la construction européenne, de l'Union européenne, de l'euro également. Et puis vous dénoncez une influence anglo-saxonne américaine sur la France. Aujourd'hui, vous êtes crédité entre 0 et 1% d'intention de vote en Ile-de-France. Quelle est votre ambition sur ce scrutin ? D'abord, merci de m'inviter. Je note que vous avez éprouvé le besoin de rappeler ce qu'était l'UPR. C'est une véritable anomalie, en définitive, puisque notre mouvement politique est actuellement le mouvement qui se développe le plus en France, sur Internet et par le bouche à oreille. Nous sommes en train de dépasser les 9000 adhérents, c'est beaucoup. Ça fait 2 fois le nombre d'adhérents de EELV, par exemple. Vous avez une base sur les réseaux sociaux, notamment, qui est assez active. Absolument. Et nous nous sommes présentés l'année dernière aux élections européennes. Au niveau national, nous avons fait 0,41% des suffrages, dont 0,57% d'ailleurs en Ile-de-France. Cette année, depuis le 1er janvier, nous nous sommes présentés à 15 élections, 14 élections départementales, une élection législative partielle. On a fait une moyenne de 1,7%. Donc nous ne sommes plus un mouvement totalement marginal, nous sommes un mouvement en forte croissance. Ce qui n'est pas normal, c'est que nous ne sommes jamais sur les grands médias du pays. Je vous remercie de m'inviter. Vous êtes en tout cas venu en plateau. J'énonçais tout à l'heure tout de même les fondements de l'UPR, sortir de l'Europe, dénoncer la mainmise américaine. Alors on vous présente souvent dans les médias, aussi peut-être pour ça que vous dites que vous n'êtes pas invité, comme un complotiste, un partisan de la théorie du complot. Vous dites par exemple que c'est la CIA qui a créé l'Europe. Ça, c'est tout à fait justifié. J'invite d'ailleurs les téléspectateurs à aller sur le site upr.fr, qui est le site de notre mouvement politique, et qui d'ailleurs est l'un des 2 sites de partis politiques les plus consultés de France. C'est très important. Vous parlez de complot. Nous ne sommes pas des complotistes, mais je vais quand même vous signaler quelque chose d'intéressant. Dans la version de Charles de Gaulle de la Constitution de 1958, dans l'article 68, il était question de complot contre la sûreté de l'État et de crimes de haute trahison qui pouvaient être imputés au président de la République. Eh bien, vous savez que ces 2 crimes ont été retirés de la Constitution française dans le dos des Français par 2 réformes constitutionnelles. Il ne faut pas avoir une idée derrière la tête, à votre avis, pour retirer ces 2 éléments ? Pour en revenir à votre formation politique, comment vous réagissez lorsqu'on vous dit que vous êtes complotiste ? Mais on dit que non. Non, on dit simplement allez voir toutes les preuves qui sont justifiées, qui sont présentées sur le site. Tout ça sont des éléments d'actualité, des éléments d'histoire qui sont tout à fait justifiés. Voilà. Mai 2015, sur Beurre FM, vous déclarez la vie politique française est vitrifiée. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire en France. Voilà, il y a Quelles sont ces choses ? Par exemple, on n'a pas le droit de dire qu'il y a un article qui s'appelle l'article 50 du traité de l'Union européenne qui permet de sortir de l'Union européenne unilatéralement, sereinement et juridiquement. On n'a pas le droit de dire qu'il y a un article 13 du traité de l'Atlantique Nord qui permet de sortir de l'OTAN. Voilà ce que l'on n'a pas le droit de dire. On n'a pas le droit de dire non plus que toutes les monnaies supranationales, comme l'euro, ont toujours explosé dans l'histoire. Voilà ce que l'on n'a pas le droit de dire, par exemple. Pourquoi on n'a pas le droit de le dire ? Parce que c'est comme ça. Moi, je suis invité. Parce que là, vous êtes là, vous le dites, voilà. Mais après. Mais écoutez, pourquoi est-ce que je ne suis pas invité sur les médias de grande diffusion ? C'est une vraie question. C'est une vraie question que vous vous posez. Vous avez eu, j'imagine. Nous avons contacté de très très nombreux journalistes de très grande notoriété qui nous ont toujours dit que, voilà, malheureusement, ils ne pouvaient pas nous inviter. Voilà. C'est dommage mais on parce entend que souvent les formations politiques qui sont créditées autour de 1 ou 2% d'expliquer justement qu'elles ne sont pas assez invitées. Attendez, le problème qu'il va y avoir pour les élections régionales, c'est que on n'en parle pas, mais vous savez qui va être le premier gagnant ? Ça va être les abstentionnistes. Il va y avoir sans doute 40, 50, peut-être plus % d'abstentionnistes. Quand tous les sondages montrent, les vrais sondages, que les Français ne veulent plus entendre parler de la plupart des mouvements politiques ni des têtes qu'ils connaissent. Ils veulent du nouveau. Quand on leur présente un mouvement nouveau, d'un seul coup, tous les médias se ferment. Il y a un véritable verrouillage.
Si les médias jouaient leur rôle, ils donneraient la parole à des mouvements, et en particulier le nôtre, puisque nous nous développons extrêmement rapidement sur Internet. Ça veut bien dire que les conférences qui sont en ligne sur le site upr.fr intéressent beaucoup les gens. J'ai fait une conférence qui s'appelle Qui gouverne la France? On en est à bientôt 280 000 visionnages. C'est quand même beaucoup. Quand vous dites vous développez beaucoup sur Internet, ça devrait se retrouver aussi dans les urnes. Vous savez bien qu'aussi sur Internet, il y a toujours possibilité de trafiquer les chiffres aussi. Mais ça se retrouve ça se retrouve dans les urnes. Je vous ai dit tout à l'heure, on est passé de 0,4 à 1,7. Mais évidemment, là je passe pour une fois, mais comment voulez-vous que les gens, que les électeurs votent pour un mouvement politique dont ils n'ont jamais entendu parler? Je suis bien persuadé que parmi vos téléspectateurs, il y en a en ce moment même qui nous découvrent. L'UPR qui se réclame ni de droite ni de gauche, comme le Front National. Vous demandez la sortie de l'euro, de l'Europe. Votre adversaire direct, c'est quoi? C'est le Front National, justement, Debout la France aussi? Permettez-moi de corriger. C'est pas que nous nous réclamons ni de droite ni de gauche, c'est que le ministère de l'Intérieur a examiné nous analysé notre programme. Vous êtes classé en liste diverse. Nous sommes classés en liste diverse parce que notre programme s'inspire du Conseil national de la résistance de 1944, bien entendu, mis au goût du jour. C'est-à-dire, par exemple, nous voulons revenir à la défense des services publics à la française, nous voulons défendre les acquis sociaux des ouvriers et des salariés, et nous précisons que les problèmes auxquels sont confrontés les Français découlent directement de notre appartenance à l'Union européenne et à l'euro. Voilà ce qui nous distingue, entre autres choses, du reste. Quant au Front National, puisque vous évoquez... Qu'est-ce qui vous différencie du Front National? D'abord, le Front National est un Debout mouvement... la France également. Le Debout la France ou le Front National, j'offre une caisse de 6 bouteilles de champagne à tout téléspectateur qui pourra me présenter une profession de foi, vous savez, le document qui est envoyé à tous les électeurs, où le Front National ou bien DLR préposerait aux électeurs de sortir de l'Union européenne par l'article 50 et de sortir de l'OTAN. Ils ne le font pas. Ce sont les journalistes qui disent qu'ils sont contre l'Union européenne. Ça, pour taper sur l'Europe, ils sont très forts. Donc aujourd'hui, vous dites que vous êtes le seul à vouloir sortir de l'Europe. Et que vous le ferez si vous êtes élu. Oui, absolument, et nous le ferons lorsque nous serons élus, en effet. On va revenir tout de même au régional pour le programme, mais les européennes, la question européenne a une incidence sur les régions parce que ce qui se dessine, si on lit votre programme, ce sont les euro-régions administrées directement par Bruxelles. Voilà, nous sommes le seul mouvement politique d'ailleurs à mettre en garde les Français, c'est quelque chose d'extraordinairement grave. Ce qui se passe, c'est qu'on veut. Pourquoi, par exemple, veut-on supprimer les départements? Les Français ne le veulent pas. Ils veulent garder les départements. C'est une création de la Révolution française qui assurait l'égalité entre les territoires et entre les Français. Pourquoi est-ce que l'on nous impose une fusion sortie d'un chapeau d'un certain nombre de grandes régions? Ça ne concerne pas l'Île-de-France, mais nous présentons des listes dans toutes les régions. Pourquoi est-ce que l'on veut de force agréger les communes? Nous sommes le seul mouvement qui expliquons pourquoi. Ce dont il s'agit, c'est en réalité de donner de plus en plus de pouvoir à des grandes régions en leur disant vous allez traiter directement avec Bruxelles, et puis dans 5 ans ou dans 10 ans, et puis on dira finalement le niveau de la République française n'a plus d'intérêt. On va créer les États-Unis d'Europe et ça sera la dislocation de la France. Mais là, vous projetez, je vais revenir à la remarque que je vous faisais tout à l'heure sur la question du complot. Là, vous projetez sur des choses... Pas du tout. Regardez ce qui se passe. Il faut regarder ce qui se passe ailleurs. Regardez ce qui se passe en Espagne. En Espagne, où la Catalogne réclame son indépendance dans le cadre de l'Union européenne. Regardez ce qui se passe au Royaume-Uni, où l'Écosse réclame son indépendance dans le cadre de l'Union européenne. Notez bien d'ailleurs que ces indépendances sont des indépendances pour rire. Les indépendantistes écossais ont dit que s'ils avaient obtenu l'indépendance, la première chose qu'ils feraient, c'est installer une base de l'OTAN en Écosse. Et vous imaginez bien que un pays comme la France, on n'est pas en Écosse, on est sur la région Île-de-France. Vous comprenez bien qu'un pays comme la France, qui a déjà beaucoup de difficultés à résister au rouleau compresseur euro-atlantiste, s'il était morcelé, c'est terminé. Donc il y a une véritable pensée géostratégique qui est derrière, et que l'on a le droit de prévoir 5 ans ou 10 ans à l'avance. La pensée géostratégique qui est derrière, c'est la création d'États-Unis d'euro à Amérique, si j'ose dire, dirigée par Washington, et ce qui explique d'ailleurs ce qui est négocié dans le dos du peuple français, qui est le traité transatlantique. Nous nous opposons fermement à la signature du traité transatlantique. Lorsqu'on vous entend, on comprend bien que tous ces programmes, toutes ces choses que vous mettez en avant, ça dépasse le cadre des régionales. Là, vous préparez concrètement le scrutin présidentiel. Mais attendez, les autres partis, il faut arrêter de se raconter des histoires. Le soir du premier tour, à 20h30, on ne parlera plus des programmes. On dira, est-ce que le Parti socialiste a fait un bon score? Et s'il a fait un bon score, ça sera interprété par les journalistes. Ceci dit, une fois qu'on est élu, comme un soutien. Ceci dit, quand on est élu, il faut aussi mettre en œuvre les propositions qu'on a pu faire. Et la région a des compétences malgré tout. Les compétences, c'est le développement économique, par exemple, l'aménagement du territoire. Quelles sont vos propositions concrètes dans ce domaine? Alors, sur le développement économique, j'entendais Mme Pécresse qui disait on va développer l'emploi. Elle se moque du monde. La création d'emplois, ce n'est pas comme ça que ça se passe. La création de l'emploi, c'est géré par le budget de l'État, par le taux de change externe de la monnaie et par le taux d'intérêt. Tout ceci sont des compétences qui ont été transférées à Bruxelles
et à Francfort. C'est pour ça que nous sommes le parti qui disons aux Français pourquoi, quand ils votent à droite ou quand ils votent à gauche, ils ont en fait toujours la même politique. Alors nous avons un programme pour la région. Un programme, par exemple, on parle du Grand Paris. Eh bien, sur le Grand Paris, nous proposons qu'il y ait un référendum, pas seulement en Île-de-France, que sur les très grands projets d'infrastructure, on demande aux populations ce qu'elles veulent. Et sur le Grand Paris, par exemple, vous pourriez le supprimer ? Vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Sur le Grand Paris, d'abord, en réalité, ça n'intéresse pas énormément les gens, en définitive. Ceci, dans 20-30 ans, quand les infrastructures seront construites, ça va intéresser certainement, les gens. Hein. Mais attendez, tout le monde est favorable à développer le transport de banlieue à banlieue. Tout le monde est favorable à augmenter, à améliorer les transports. Tout le monde est favorable. Oui, mais Debout la France, par exemple, Nicolas Dupont-Aignan dit qu'il arrêtera ce projet. Oui, mais bon, ça, c'est M. Dupont-Aignan. Lui prend cette décision. Nous ne voulons pas prendre de décision. On dit c'est aux Franciliens de se décider. Nous, on fera un référendum en disant aux Franciliens qu'est-ce que vous voulez. On leur présentera 3 ou 4 projets et à vous de décider. Nous voulons rétablir la démocratie. Une fois qu'on est élu, je vous interromps, mais on ne peut pas toujours décider par des référendums. Bien entendu. Mais attendez, là je parle du Grand Paris. Sur la question Il y a du Grand Paris, également la question des Jeux Olympiques. Je parle de choses qui sont massives. Il est bien entendu que les élus voteront au moment du vote du budget. Les élus de l'UPR voteront le budget, donneront des inflexions vers tel ou tel domaine. Il y a quelque chose aussi que je voudrais dire, c'est que tous les partis qui se présentent, ou à peu près, vont dire voilà, on va mettre l'accent là-dessus ou là-dessus. Nous, ce que nous expliquons, c'est que la construction européenne, elle a un impact direct, immédiat sur la question des régions. Pourquoi ? C'est parce que vous savez que l'État a été contraint par la Commission européenne de faire 50 milliards d'euros d'économies, et c'est la raison pour laquelle l'État est en train de faire des coupes sombres dans les dotations globales de fonctionnement qui sont données aux collectivités territoriales, en particulier à la région Île-de-France. Donc ce que nous disons, c'est qu'il y a une grande incohérence de la part des partis européistes d'être à la fois pour le maintien dans l'euro, le respect du pacte budgétaire, et puis par ailleurs au niveau régional de dire on va dépenser ci, on va dépenser ça. Donc vous dites quoi pour les électeurs aujourd'hui qui seraient intéressés pour voter pour votre liste, vous leur proposez quoi ? Vous faites pas de proposition parce que vous dites attendez, on n'a pas en l'espace de quelques minutes, ça va être difficile. J'ai pas l'occasion de développer tout ça. Je les renvoie sur notre site UPR. Pour donner tout le détail. Mais sur la question de l'éducation, par exemple, juste pour conclure, parce qu'on va arriver au terme de cet entretien, sur l'éducation, c'est une compétence importante. L'aménagement des lycées aussi, par exemple, l'apprentissage, c'est important, c'est une compétence des régions. Voilà, votre proposition. nous mettons le paquet sur l'artisanat, qui est le premier employeur de France. Nous voulons mettre le paquet, effectivement, sur la rénovation des lycées. Nous ne sommes absolument pas d'accord avec Mme Pécresse, qui veut mettre le Wi-Fi et le 4G dans les lycées, parce que Mme Pécresse, elle confond la vie dans la rue avec l'instruction publique. Nous voulons que justement les lycées soient une espèce d'endroit où préservé, où l'on donne aux élèves l'instruction qu'ils n'ont pas, parce qu'on n'a pas besoin d'enseigner aux jeunes d'utiliser une tablette. Ça, c'est pas vrai du tout. Donc sans avoir Internet dans les établissements scolaires ? On peut avoir Internet à la bibliothèque, mais le 4G, vous imaginez un professeur pendant qu'il fait des cours avec tous ses élèves qui sont avec leur tablette ? Bon, c'est se moquer du monde. C'est pas c'est ce qui se met en place dans beaucoup de pays, et c'est ce qui se met en place aussi en France. Mais alors, vous croyez que c'est bien ? Le problème actuellement des jeunes, c'est justement de savoir raisonner. Pour avoir un bel emploi, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut bien parler le français, l'écrire correctement, savoir raisonner, avoir des humanités. Et ça, c'est justement l'instruction publique qui le donne. Ça n'est pas Internet. Internet, il suffit de sortir du lycée pour l'avoir partout. Voilà quelle est la réalité. Merci François Asselineau. Vous êtes président de l'UPR, l'Union populaire républicaine, tête de liste pour ces élections régionales en Île-de-France. Merci d'être venu sur notre plateau. Nous continuons à parler de ces régionales en Île-de-France, justement. Le MoDem qui a décidé de se rallier à la liste Les Républicains de Valérie Pécresse pour ces régionales. François Bayrou qui avait soutenu François Hollande lors de la dernière présidentielle, qui continue donc à œuvrer pour un rapprochement du centre et de la droite au départemental également. Les deux formations avaient joué la carte de l'Alliance en marge d'un déplacement à Versailles pour l'enregistrement d'une émission de radio. Vous le voyez, nous sommes allés recueillir les explications de l'actuel maire de Pau. C'est au micro de Mickaël Elmido. Si on veut obtenir des résultats, quand on est assez proches les uns des autres, c'est bien de pouvoir s'accorder. Et Valérie Pécresse est quelqu'un dont je pense qu'elle a ce qu'il faut pour conduire une alliance de cet ordre, à condition qu'elle soit équilibrée. Mais je pense que c'est un plus qu'il y ait ce rassemblement. Bonjour Pierre Laurent. Bonjour. Secrétaire national du Parti communiste et tête de liste pour ces régionales en Île-de-France sous l'étiquette du Front de gauche. Vous êtes venu échanger avec les étudiants aujourd'hui ici. Vous qui avez été d'ailleurs militant, étudiant communiste, plus jeune. Oui. Vous appréciez venir échanger comme ça justement dans les universités avec les plus jeunes ?
Oui, bien sûr. D'une part parce qu'en Île-de-France, la question du développement étudiant et de la jeunesse d'une manière générale, c'est un enjeu majeur dans une région qui est très dynamique de ce point de vue-là, mais dans lequel il y a un besoin de politique publique très forte et aujourd'hui une grande pénurie par rapport aux énormes besoins qui existent. Donc la région a une grande responsabilité. Et moi, en plus, ça me permet de me confronter effectivement à la jeunesse d'Île-de-France, qui a beaucoup de choses à dire et beaucoup d'idées. C'est ce que je constate à chaque fois que je vais dans une fac ou à la rencontre de jeunes dans les quartiers. La thématique d'aujourd'hui, c'est l'université mise à mal, ce que vous nous dites, notamment dans le cadre de la loi Pécresse, la loi d'autonomie des universités. Là, on est au cœur des régionales. Valérie Pécresse, qui aujourd'hui représente les Républicains dans cette campagne. Vous êtes venu la combattre sur cette mesure qu'elle avait mise en place. Oui, parce que le monde de l'université aujourd'hui frappé doublement, à la fois par les politiques d'austérité qui frappent l'ensemble des politiques publiques, et en même temps, elle subit les conséquences directes de la loi mise en place par Pécresse, qui avait prétendu qu'en accordant l'autonomie de financement et de gestion de l'université, une voie royale allait s'ouvrir vers des moyens nouveaux pour l'université. Et aujourd'hui, on sait que ça aboutit à la mise en difficulté très profonde de toute une série d'universités en Île-de-France et ailleurs. Et on assiste à des regroupements universitaires qui posent beaucoup de problèmes du point de vue de la qualité de l'enseignement, de l'encadrement des étudiants, de la vision aussi qu'on a des contenus d'enseignement. Donc on est dans une situation un peu alarmante, alors même que le potentiel universitaire et de recherche dans l'Île-de-France est considérable et qu'on devrait miser à fond sur cette carte-là, mais on le fait avec des logiques qui restent des logiques parfois même très mercantiles, au mépris d'un investissement social important, notamment auprès des étudiants. On va quitter juste la thématique de l'université plus globalement pour parler de la campagne, parce que la campagne qui se poursuit est du côté de la droite, du centre. On a fait des alliances, ce qui n'est pas le cas du côté de la gauche. Est-ce que ce n'est pas un risque, malgré tout ? Il y a toujours eu une diversité à gauche. Moi, je conduisais une liste déjà aux élections régionales la dernière fois. Le contexte n'est pas tout à fait le même, je vous interromps, mais il y a aussi la donnée du Front National, par exemple, qui monte plus qu'aux dernières régionales. La diversité de la gauche continue d'exister et ça ne nous a pas empêché, le fait d'avoir conduit une liste la dernière fois, de travailler dans une majorité régionale qui a fait des mesures extrêmement positives. Mais de surcroît, ce qui a changé aussi en ce moment, c'est qu'il y a une politique gouvernementale conduite par un gouvernement socialiste qui ne convient pas du tout, qui ne correspond pas à ce qu'attendent les gens de gauche. Il faut donc que les gens de gauche puissent trouver une liste dans ces élections qui exprime leur exigence sociale, qui exprime leur exigence d'égalité et qui exprime leur exigence de mettre fin aux logiques d'austérité qui font du mal aux politiques publiques. C'est cette voie-là que nous allons porter au premier tour. Dans notre esprit, c'est très clairement pour faire gagner des vraies politiques de gauche au deuxième tour. Moi, je n'ai aucune envie d'avoir Pécresse à la tête de la région, pas seulement parce qu'elle a fait les lois qu'elle a fait dans le domaine de l'université, mais parce qu'elle était conseillère régionale dans le mandat écoulé. Moi aussi, à chaque fois qu'on a voulu prendre une mesure sociale, on avait systématiquement Valérie Pécresse en face de nous. Donc je sais que ce qu'elle a en tête, ce qu'elle veut faire dans la région, qui est l'inverse, à mon avis, de ce qu'attendent beaucoup de gens dans la région où on a besoin d'égalité et pour ça de grandes politiques publiques. Mais l'alliance sera possible au deuxième tour, malgré ce qui se passe aujourd'hui vis-à-vis du gouvernement. Vous dites que la politique du gouvernement ne vous convient pas. On peut citer Air France, pour faire une petite parenthèse, une illustration des thématiques sur lesquelles vous êtes opposé. Je pense qu'on aura deux enjeux, on les a déjà aujourd'hui. Il faut empêcher la droite de prendre la direction de la région, mais il faut faire prévaloir à gauche des choix politiques courageux, y compris face aux logiques d'austérité du gouvernement. Donc ce que vous dites aux électeurs, c'est voter pour nous pour changer la politique. Il faut que notre liste ne soit pas une liste d'appoint au deuxième tour. Il faut qu'elle soit une liste qui donne le ton de la campagne du deuxième tour. Si elle peut être en tête, tant mieux. Et si jamais elle ne l'était pas, il faut qu'elle soit tellement haute que ces propositions soient incontournables dans la construction d'une future majorité de gauche. Parmi les différentes propositions, on ne pourra pas reprendre tout le programme, mais quelques points peut-être. On peut parler de la santé, point important. Vous l'avez dit lors du lancement officiel de votre campagne il y a quelques jours. La santé, c'est une des grandes questions. Ça n'est pas une compétence régionale obligatoire, mais en Île-de-France, et compte tenu du fait qu'aujourd'hui les restructurations dans le monde de la santé ont lieu à l'échelle de la région avec les ARS, nous pensons que la région doit s'en mêler
et qu'il faut travailler à des politiques d'égalité. Mais évidemment, il y a des enjeux de même nature dans le domaine du service public, du logement ou des transports. Logement, transport, la question du logement, justement, l'encadrement des loyers, par exemple, ça fait partie des propositions. Loyers, priorité aussi au logement étudiant et à la priorité pour la jeunesse. Dans le logement, il faut construire des logements accessibles à ces jeunes et aux étudiants, donner des parts systématiques dans la construction des programmes à du logement étudiant, parce que non seulement on manque de logements étudiants, mais même le logement étudiant devient quelque part un objet de spéculation. On sait qu'il y a beaucoup de propriétaires ou de multipropriétaires qui investissent pour pouvoir faire de l'argent sur le logement étudiant. Donc on est dans l'aberration totale et il faut reprendre ça. Et la politique d'encadrement des loyers peut être un moyen de le faire, puisque moi je propose qu'on étende à l'ensemble de la région ce qui a été fait à Paris. On voit d'ores et déjà que ça permet une pression à la baisse sur le niveau des loyers. Une toute dernière question. Vous voulez peser, vous l'avez dit, dans le cadre d'une alliance au second tour, une alliance de la gauche. L'objectif, c'est quoi, 10% minimum ? Oui, minimum. Moi, vous êtes autour de 8-10 aujourd'hui dans selon les sondages. Voilà. C'est-à-dire, on est dans les 3 listes de gauche, la seule qui est donnée en progrès significatif par rapport à ses résultats de la dernière fois. Ça veut dire s'il y a une dynamique à gauche, elle peut se créer autour de notre liste. Donc moi, j'ai dit, je ne fixe pas de limite. Pour moi, le score à 2 chiffres, c'est le minimum de ce qu'il faut essayer d'obtenir. Mais essayons d'aller le plus haut possible. C'est ce qui peut permettre, je pense, une victoire de la gauche au 2e tour dans l'Île-de-France. Je vous remercie, Pierre-Laurent. On quitte les régionales dans cette édition du 7-8 politique pour revenir sur ce déplacement du gouvernement 10 ans après les émeutes urbaines qui ont embrasé la France. Manuel Valls s'est rendu lundi 26 octobre au Mureau dans le cadre d'un comité interministériel à l'égalité et à la citoyenneté. Le chef du gouvernement, accompagné de 17 de ses ministres, a d'abord participé à une visite de terrain du nouveau commissariat, mais aussi de la mission locale, avant de s'adresser à la presse autour de différentes mesures qui ont été annoncées. William L. était sur place. Ce sont 5 nouvelles mesures qui viennent désormais s'ajouter aux 60 annoncées en mars dernier lors du comité interministériel à l'égalité et à la citoyenneté. Lors de sa conférence de presse au Mureau ce matin, le Premier ministre a fait savoir la volonté du gouvernement de reconnaître les obstacles auxquels sont confrontés les habitants des quartiers défavorisés. Les obstacles de plusieurs natures. Je l'ai dit, difficultés sociales qui persistent, discrimination, parfois ça s'appelle tout simplement du racisme, qui font des dégâts considérables sur les destins individuels, scolaires, professionnels. Stigmatisation à l'endroit de l'islam, alors que la 2e religion de France cherche sa place dans notre société. Parmi ces 5 nouvelles mesures pour revaloriser ces quartiers, faciliter les relations entre les forces de l'ordre et la population, prévenir la radicalisation et lutter contre les discriminations. Beaucoup ont parlé emploi, accès à l'emploi, création d'entreprises, accompagnement, culture, bref, tous les sujets sont abordés pour qu'il y ait une action publique globale qui fasse que, on salue les quartiers comme une chance. C'est une chance. Dans ces mesures également, lutter contre la ségrégation, notamment dans le logement et la construction d'habitat social où 36 villes sont déjà pointées du doigt, comme la commune de Maisons-Laffitte dans les Yvelines. Renforcer les sanctions contre les maires refusant de construire des logements sociaux en transférant au préfet leur contingent municipal d'attribution. Il faut que les choses bougent et l'État emploie et emploiera tous les moyens nécessaires. Il prendra la main s'il le faut, comme la loi l'y autorise. La dernière mesure s'inscrit, elle, dans la continuité du contrat de ville mis en œuvre pour rénover l'action publique dans les quartiers et la rendre plus cohérente et efficace. Annoncé ce matin la nomination de délégués du gouvernement dans les villes pour coordonner l'action des services de l'État et ses opérations en lien avec le préfet et le maire. 10 sites pilotes ont déjà été choisis pour cette mesure, avec notamment la commune de Trappes dans les Yvelines. Le 7-8 politique se referme. On se retrouve très prochainement sur TV Fil 78. Excellente soirée.